Bonsoir Philippe Manière. Bonsoir Luc. Vous êtes économiste, polémiste, président de la société de conseil Footprint et vous signez chez Grasset un essai intitulé Le pays où la vie est plus dure. Il s'agit de la France. Elle n'est donc pas douce, la France, comme le dit pourtant la chanson. C'est un peu ça le point de départ de ma réflexion, c'est qu'il y a un paradoxe en France, 80 millions de touristes venus du monde entier Bah viennent oui, tous les ans chez nous. ils aiment ça. Alors ils aiment ça, ils viennent bien sûr pour monter au-dessus de la Tour Eiffel, pour voir les châteaux de la Loire, mais ce qu'ils veulent surtout voir, goûter, éprouver, c'est cette espèce d'art de vivre à la française, ce je ne sais quoi, ce bonheur français dont on nous rebat les oreilles partout dans le monde. Sauf que les Français pensent pas la Alors même voilà, les chose. seuls qui ont perdu la recette du bonheur à la française, apparemment, c'est les Français, puisque nous, alors ça c'est spectaculaire, sondage après sondage, au niveau international, on est parmi les peuples les plus pessimistes de Mhm. la Terre. On arrive même dans beaucoup de classements derrière l'Irak ou l'Afghanistan, ce qui donne à Incroyable. penser quand même. Mhm. Alors pourquoi? Bah Voilà, c'est oui. ça la Oui, question. parce qu'en plus, on nous rebat les oreilles avec les amortisseurs sociaux, la redistribution, le poids de la dépense publique qui nous aiderait à traverser la crise, bah justement, un peu en douceur. Ce sont des illusions, tout ça. Non, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'en période de crise, c'est vrai qu'on tombe moins bas que les autres. C'est vrai qu'il y a moins de misère qui s'attache à la crise quand il y a la crise, parce que nous avons tout ce que vous venez de décrire, les amortisseurs sociaux, pour faire simple. Le problème, c'est que la crise, heureusement, ça n'est pas la période de croisière. Il y a une crise de temps en temps, il y en a trop Mhm. souvent, elle dure toujours trop longtemps, mais malgré tout, la norme, c'est pas la crise. La norme, c'est la croissance. Et justement, hors crise, on a une croissance moyenne qui est assez nettement inférieure à beaucoup de nos partenaires. Et c'est le prix à payer pour un système qui, je crois, est assez mensonger, qui trahit ses propres promesses et qui est dans le fond le plus fait pour importer de la mondialisation ce qu'elle a de mauvais et le moins fait pour importer de la mondialisation ce qu'elle a de bon. Donc il ne faut pas s'étonner que les Français soient fâchés avec la mondialisation. Ça n'est pas d'ailleurs parce qu'on nous le dit sans arrêt, parce que la mondialisation aurait tout détruit, créé du chomage et qu'elle aurait Mhm. rendu les gens pessimistes, parce qu'on voit autour de nous des pays qui sont bien plus mondialisés, des pays très proches de nous, cousins d'une autre, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas par exemple. Il y a à peu près 2 fois moins de chômeurs que chez nous. Ces gens-là sont beaucoup moins pessimistes et ils sont plus mondialisés. Donc le mystère, il est ailleurs. Il n'est pas dans cette relation mécanique qu'on a tous en tête intuitivement. Ah là là, méchante mondialisation qui a détruit le bonheur français. C'est plus compliqué. Alors, on va essayer de voir un peu justement pourquoi la France a cette perception de la mondialisation. Mais ce qui est frappant aussi dans la description que vous faites du pays, dans votre livre, c'est qu'en réalité, il y a deux France. Il y en a une qui surfe sur la mondialisation avec des succès éblouissants, celle des grandes Absolument. entreprises, et puis l'autre qui traîne la patte. C'est tout à fait juste. On est même un peu schizophrène parce qu'on est le pays de José Bové, on est le pays où il y a quand même un acteur politique important qui a fondé sa notoriété sur le concept de démondialisation. Tout ça est Mhm. assez unique au monde. Et en même temps, on est le deuxième pays de bénéfices pour McDonald's. On est le troisième pays d'abonnement pour The Economist, qui est la Bible des libre-échangistes. On a des entreprises internationalisées qui sont incroyablement douées pour réussir à l'international. On ne va pas les citer, mais tous les L'Oréal, les LVMH, c'est Le inouï. CAC 40, quoi, pour Le CAC l'essentiel. 40, pas tout le CAC 40, mais une grande partie du CAC 40, ce sont de très belles entreprises qui se sont magnifiquement projetées à l'international. Le problème, c'est que ça, c'est la dimension de succès dans la mondialisation. La dimension d'échec dans la mondialisation, c'est que nous avons par ailleurs une espèce de disparition de l'intérêt pour le territoire national de la part de beaucoup d'entreprises. Nos belles ETI, comme on dit aujourd'hui, c'est ces grosses PME pleines de potentiel, sont souvent rachetées, trop souvent rachetées par Mhm. des grands groupes étrangers. On Nos s'en grandes félicite en plus chaque alors, année en exactement, disant tous les ans, ah, on les dit Américains bravo, investissent, c'est bravo, super. la France, terre d'investissement. Mais c'est vrai que c'est bien que les gens viennent Ouais. investir chez nous. Mais si c'est simplement pour racheter une part de marché ou racheter des brevets et partir avec sous le bras, c'est modérément gratifiant et surtout, ça ne crée pas d'emploi en France. Donc, cette mondialisation, c'est une mondialisation d'attrition, c'est une mondialisation de dissolution dans le monde. Et deuxième point très important, la mondialisation, c'est quoi si on devait la résumer? C'est à la fois plus de risques et plus d'opportunités. Alors c'est difficile à vivre pour tout le monde. D'ailleurs, on pourrait avoir une conversation un peu semblable dans beaucoup d'autres pays qui ont Mhm. aussi un Mhm. peu de vague à l'âme, mais pas du tout au niveau de ce que nous avons nous en tête. Pourquoi? Parce que dans les autres pays, il y a quand même un peu plus de démocratie sociale. Il n'y a pas l'hyper-reproduction sociale que nous avons nous. Nous, en France, les bienfaits de la mondialisation sont toujours pour les mêmes. En gros, les fils d'archevêques, les hommes blancs de plus de 50 ans. Et le plus de risques, plus d'angoisse, il est toujours pour les mêmes, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, les minorités visibles et tous ceux qui n'ont pas eu la chance de naître dans une famille bien dotée. C'est là où le livre est très convaincant et en même temps très accablant, Philippe Manière, sur le chapitre de l'égalité. On n'arrête pas d'en parler, le slogan figure au fronton de nos mairies, de nos écoles, partout, mais en réalité, on s'assoit dessus en permanence. Alors c'est ça qui est très frappant. J'ai même fait une recherche. En fait, simplement, je voulais vérifier s'il y avait d'autres pays qui avaient égalité dans leur devise. Mhm. Et je me suis rendu compte qu'on était les seuls au monde. Presque partout dans le monde, on parle de liberté, on parle de progrès, on parle de travail, on parle de tout ce qu'on voudra, des choses qui ressemblent vaguement à la fraternité. L'égalité, nulle part. L'égalité, c'est une obsession française. Et j'allais dire, dans un sens, on peut en être fier, parce qu'après
Après tout, c'est un souci qui nous honore. Le problème, c'est qu'on s'assied sur la promesse républicaine Ouais. à tous les étages. Rien n'est fait en France pour mettre vraiment en œuvre l'égalité des chances dont on nous rebat les oreilles. L'école est une caricature, évidemment, de ce que je suis en train de dire. L'école est faite, conçue, sans intention, évidemment, de nuire, mais dans les faits, l'école est une école de reproduction sociale. Si vous êtes parmi les très bons élèves, généralement issus des très bonnes familles, vous réussirez très brillamment. Si en revanche vous avez un peu de difficulté, le plus probable est que le système vous broie et vous interdise de jouir justement du grand banquet de la mondialisation. Donc, cette inégalité française, ce mensonge que nous nous faisons à nous-mêmes, il est dévoilé par la mondialisation et ça nous rend malheureux parce que d'une part, on voit bien que le résultat est dévastateur en termes d'inégalité et d'autre part, on voit bien qu'on se raconte des gaudrioles sur cette espèce d'obsession de l'égalité depuis bien longtemps. D'autant que ça ne s'arrête pas à l'école. En réalité, on ne prête qu'aux riches, aux puissants, aux plus organisés, aux mieux installés, aux mieux lotis. On préfère les propriétaires aux locataires, les salariés en CDI à tous les autres. Enfin bref, ces inégalités se reproduisent en réalité partout dans la vie sociale et économique. C'est une sorte de société à deux vitesses avec les meilleures intentions du monde. C'est-à-dire qu'à Mhm. force de vouloir protéger, et c'est l'autre obsession française, c'est la protection, eh bien on se met en situation d'avoir créé en fait deux France. Une France de gens qui sont effectivement protégés et qui sont d'autant plus protégés que les vents qui soufflent du dehors sont tout de même un peu frais. La mondialisation, c'est aussi ça. Et puis il y a tous ceux qui n'ont pas pu rentrer dans ce monde des protégés et qui, eux, au contraire, souffrent du surcroît de risques qu'apporte la mondialisation. Sur la question des propriétaires des cadeaux qu'on leur fait, en quelque sorte, moi j'ai été très frappé de voir que personne, ni même à gauche d'ailleurs, ne parlait jamais de ce scandale absolu, cette chose unique au monde qu'est l'exonération complète de plus-value sur la cession de sa résidence principale. Ça va vous paraître anecdotique, mais ça me paraît, moi, vraiment très symbolique de la Ah société oui, vous où on l'avez est. évalué à 1 milliard de manque à gagner par an pour Voilà, il y a à l'État. peu près un C'est milliard de manque à considérable. gagner pour le budget, mais il y a surtout quelque chose qui me paraît encore plus grave, c'est que, je veux dire, si vous, moi, même des gens qui réussissent, même des gens qui travaillent toute leur vie, même des gens qui pédalent très fort, épargnent soigneusement, eh bien, le fisc est là pour ramasser une partie de ce qu'ils vont gagner, et c'est normal d'ailleurs. D'autant qu'on n'a Et aucun ils mérite auront à ce que les prix montent, puisqu'en alors, l'occurrence, ça se fait si vous sans... travaillez, vous avez du mérite. Ouais. Et là, le fisc ne va pas vous rater. En revanche, si vous avez eu la chance que vos parents vous donnent 100 000 francs il y a 15 ans, vous avez acheté un petit appartement qui vous a permis d'acheter un plus grand, puis un plus grand, vous vous retrouvez aujourd'hui avec 2 ou 3 plus-values successives, absolument dépourvues de toute taxation. Mhm. Et donc, ça, c'est typique d'une dimension de cette société inégalitaire qu'est la société française, c'est-à-dire qu'on favorise ceux qui ont déjà, on salue bien bas la rente, et par contre, on taxe impitoyablement l'effort pour s'arracher à ses destinées. Il n'y a pas de quoi s'étonner après ça que les jeunes rêvent le plus souvent de devenir fonctionnaires ou de prendre leur valise pour s'en aller. C'est exactement ça. C'est-à-dire quand vous faites le diagnostic qu'on est en train de faire, et je trouve qu'on devrait le poser dans ces termes-là, ça donnerait quand même un tout petit peu le sentiment qu'on s'intéresse aux vraies choses, plutôt que de parler de l'odieuse mondialisation ou de l'affreuse Europe, qui est quand même la meilleure manière de détourner le sujet. Je pense que quand on pose le sujet comme on vient de le poser, on voit que si on est un jeune homme un peu talentueux, a fortiori si on est une jeune femme talentueuse, a fortiori si on appartient aux minorités visibles, eh bien effectivement on ne peut avoir que deux envies. Une envie qui consiste à fiche le camp pour aller réussir ailleurs, parce que c'est plus facile et parce qu'on aura un plus grand, il en restera plus une fois que le percepteur sera passé, ou bien alors subsidiairement essayer à toute force de rentrer dans la fonction publique ou d'aller dans une de ces très grandes entreprises qui dans les sièges sociaux sont relativement assimilables à la fonction publique. Et donc en fait on détruit le potentiel, le talent immense de ce pays en donnant des injonctions aux gens qui sont en fait mensongères et qui, in fine, les incitent soit à faire leur valise, soit à aller se planquer. Merci Philippe Manière. Le pays où la vie est plus dure, ça paraît chez Grasset.